on se retrouve pour le nouveau live du jeudi soir avec Julien Mingli. Bonsoir. Qui est l'encadrant de Twitch d'ailleurs. Donc, on parlait souvent de toi, maintenant tu es là. Voilà, on sait qui tu es. Et on voit déjà qu'il y a plein de monde sur le chat, donc c'est trop bien. N'hésitez pas à participer tout au long du live, ça fait plaisir. On est là pour vous lire, donc c'est cool. Alors aujourd'hui, tu vas nous présenter du coup les directions artistiques que tu fais pour des concerts, c'est ça? Exactement. Ouais. Donc je fais un peu de réalisation de concerts et de captation de musique pour des festivals et puis pour des clips et pour des artistes. Puis du coup, j'ai mis en place un peu un système, j'ai mis en place un peu voilà, ce qu'on appelle une direction artistique. Je vais vous montrer un peu les documents qu'on partage, comment on monte tout un dossier pour essayer de vendre ça à un festival, à un artiste, pour qu'ils comprennent vers où on va aller artistiquement en termes de captation vidéo. Et puis ensuite, pour réaliser ça aussi, parce qu'en fait, on doit communiquer avec beaucoup de gens. C'est comme un film. Un film, la base du film, c'est un scénario. C'est-à-dire qu'on réalise un scénario, on écrit un scénario qui sera transmis aux gens, puis après on fait un découpage technique, et puis après ça nous permet un peu de nous guider. En vidéo, en captation de concert, on n'a pas vraiment de scénario, parce qu'en fait, on ne sait pas ce qui va se passer, on est dans l'improvisation. Par contre, on doit réussir un peu à anticiper tous les cas qui peuvent se présenter en live, parce qu'on fait du direct. Donc on anticipe à fond un peu tous les axes caméra, on anticipe un peu la direction artistique, puis après on doit communiquer au cadreur, au caméraman. La spécialité quand on fait de la TV et du broadcast, c'est qu'on bosse avec plusieurs caméramans. Au cinéma, en général, on pose une seule caméra. Des fois, on en pose plusieurs pour faire des champs contre champs, mais en général, on réalise pour une caméra à la fois. Donc c'est-à-dire qu'on sait ce que la caméra va faire. En live, on a la problématique, c'est l'avantage, c'est que vu qu'on doit couvrir un événement, on le couvre avec plusieurs caméras pour être sûr d'avoir un peu du choix dans les angles de caméra, du choix dans les propositions. Mais ensuite, en fait, tous ces caméramans, il faut qu'ils fassent un peu les mêmes types de cadres, ou bien pas du tout. Il faut que certains filment quelque chose et d'autres pas. Donc en fait, c'est tout un peu une préparation qu'on fait en avance, donc on anticipe vraiment le plus possible. Tout ce qu'on peut préparer en avance, on n'a pas besoin de le récupérer en live. Je pense que vous avez vu Maria et puis toi, oui. En mettant en place ces streams, c'est que c'est très difficile une fois que le live est parti à 17h15 de régler des problèmes. Donc en fait, on anticipe à fond, on essaie d'anticiper. Comme ça, quand il y a un problème, on a des solutions pour sauver au moins un peu la face. Et puis des fois, c'est la mouise, c'est pas grave, ça fait partie du job. Mais c'est ça aussi qui rend le truc chouette, je pense que vous connaissez. Oui. Mais c'est marrant à régler. C'est marrant, ouais. Donc faut aimer ça quand même. Oui, alors, mais en fait, c'est intéressant parce qu'on me demande des fois qu'est-ce qu'il faut pour faire la réalisation ou autre, bien quelles sont un peu les compétences qu'il faut avoir. Et puis je pense que c'est des compétences qui sont très proches de ce qu'on apprend en musique, en théâtre ou dans les métiers artistiques d'art vivant. Parce qu'en fait, on doit réussir en fait, on s'entraîne des heures et des heures à la maison pour que quand on est sur scène, ça marche tout de suite. Donc voilà, c'est ça un peu le truc, c'est beaucoup d'anticipation. Parce que c'est vrai, quand on va voir un concert, on se dit, ouais, ok, il fait de la musique, mais en fait, c'est des heures et des heures de travail. Et le théâtre, c'est la même chose, il y a des heures de travail pour mettre tout ça en place. En fait, le broadcast, c'est la même chose, sauf que c'est des gens qui sont derrière les caméras, des techniciens qui tirent des câbles, la bonne quantité de câbles au bon endroit, avec la bonne caméra, et tout ça. Donc c'est un peu toute une coordination à mettre en place pour que ça fonctionne, pour qu'au moment T où le live commence, tout soit prêt. Et puis après, si ça marche pas, ça marche pas. J'ai eu des cas cet été à Montreux Jazz où on a perdu une caméra entre le premier et le deuxième concert. En fait, on avait Jungle et puis Michael Kiwanuka, deux concerts qui suivaient. Et puis le manager du deuxième groupe était un peu stressé que le changement de plateau puisse pas se faire au bon moment. Donc il a voulu retirer une caméra. En fait, là, on a un opérateur qui est sur scène. Donc j'ai eu à 5 minutes de la fin du concert, tout d'un coup, le caméraman qui me dit « Alors, j'ai le manager qui m'appelle, je dois tirer le câble. » Et puis vraiment, j'ai eu le temps de couper. Ça a tiré le câble, donc l'écran s'éteint. Et puis après, c'est pas grave, on a réorganisé, on avait 7 ou 8 caméramans et camérawoman, donc on a pu se réorganiser pour que les autres remplacent cette caméra-là. C'était pas la caméra la plus importante, c'était pas la caméra d'autres caméras auraient été peut-être plus embêtantes, mais on était quand même un peu embêtés, puis en fait on se réorganise. Mais après on a des techniques pour se réorganiser, puis après quand on fait un concert, moi je suis en poste de réalisation, donc c'est-à-dire que je suis derrière une console avec des boutons et je vois tous les écrans. Donc moi-même, je n'opère pas de caméra parce que si on a un problème, c'est à moi de vite réorganiser et puis de dire ok, celle-ci doit se remettre là, celle-ci peut filmer ça, on change tout, on change de système et puis voilà. C'est un peu un rôle de chef d'orchestre en live. C'est ce
que fait Maria d'ailleurs actuellement. C'est ce que fait Maria actuellement. Donc vous la voyez pas. Un jour, on fera pivoter la caméra pour voir ce montrer Maria. pour montrer Maria derrière sur sa chaise. Non, mais vous l'avez vu une fois parler pendant les JPO, ça c'est super. Oui, pendant les JPO. Non, pendant la semaine après. Ouais. Café Créa, ouais. Ah, Café Créa, ça elle faisait en live en plus, hein. Réelle présentatrice, et c'était... Multifonction. Multifonction, mais super. Voilà. Donc je pense qu'on peut commencer. Je peux vous montrer déjà un premier dossier. Je vais vous montrer celui-là. Donc voilà, ça c'est le dossier que j'ai créé dans Keynote. Voilà, j'ai bien envie de vous dire que je fais des trucs dans InDesign, des logiciels qu'on apprend à l'école, mais au final, quand j'avais besoin d'aller très vite pour faire ces trucs, et puis Keynote ça marchait bien. Donc je fais une présentation. La présentation que je vous montre maintenant, c'est la direction artistique que je vends aux artistes et au festival. Donc le festival veut faire un concert. Là, la série de concerts, c'était la Montreux Jazz Festival Residency. Donc c'est une petite série de concerts qui se passent durant l'automne, entre l'automne et l'hiver, aussi à Montreux, au Palace. Okay. Là, c'est des besoins qui sont un peu différents du festival. Je vous montrerai à la fin des vidéos du festival, mais ça, c'est des besoins un peu plus concentrés, où on n'a que 4 jours de festival, on a 2 groupes par soir sur une plus petite scène, et on a un budget pour environ 5 caméras, mais 4 cadreurs. Donc, je vais vous présenter un peu comment on fonctionne. Mais du coup, ça, c'est la première personne à qui je dois vendre mon concept, c'est le festival. C'est que je dois leur dire, ok, on va faire ça durant ce festival, on va filmer avec tant de caméras, on va filmer avec ces caméras, on va mettre les caméras là. Puis une fois que le festival est content, il valide le budget, bien sûr, parce que je dois faire un budget caméraman, camérawoman et un budget matériel. Puis une fois que le matériel, tout ça c'est validé, après on vend, je reparle de cette direction artistique aux artistes. Donc la particularité de ce projet, c'est que le Montreux Jazz invite des artistes émergents et il les forme, enfin ils appellent ça une residency parce que durant une semaine, ils les accompagnent avec des workshops pour faire des concerts, pour s'améliorer en tant qu'artiste, mais pas que la partie musique. En général, c'est la partie musique qu'ils gèrent, mais des fois, ils ont besoin d'un accompagnement pour tout ce qui est rapport à la vidéo, rapport au management, rapport au public et tout ça. Donc là, le but de cette présentation, c'était de leur... Enfin, voilà. Puis je reviens en arrière, on leur fait des workshops, on fait ces choses-là, mais un des cadeaux que le festival leur fait, c'est qu'il leur offre une captation de concert à relativement cher, donc avec quand même du matériel, des cadres, tout ça, et un accompagnement sur cette vidéo. C'est-à-dire que du coup, on les accompagne, on leur explique un peu comment la captation va se passer, qu'on sélectionne 3 morceaux, comment on va filmer tout ça. Et puis, du coup, l'idée, c'était de leur montrer, ok, vous allez être filmés, et je leur fais cette présentation. Donc maintenant, voilà, je leur explique un peu ce que c'est une direction artistique. Donc d'abord, je leur explique ce que c'est le festival, ce que je viens de vous expliquer tout à l'heure. Puis ensuite, il y a un peu les lignes directrices de ma direction artistique. Donc d'abord, je leur vends un peu le concept de l'émotion. C'est qu'en fait, filmer... pourquoi on va voir des concerts, pourquoi on aime bien voir des concerts en live, c'est qu'on a envie de ressentir des émotions. Je pense que ça, c'est assez basique, mais c'est bien des fois de le rappeler. C'est que c'est pas la même chose d'écouter, même si le morceau est exactement le même, c'est pas la même chose d'écouter la musique tout seul à la maison sur son ordinateur, ou d'aller d'aller voir Taylor Swift dans un stade avec 20 000 personnes. On va dans ces endroits-là pour partager ses émotions avec d'autres personnes, pour ressentir une énergie. Je pense que vous avez tous été dans une salle de concert, on ressent une énergie. Voilà. On a aussi souvent vu des concerts filmés à la TV, et puis souvent, on remarque qu'il n'y a pas tellement d'énergie. C'est très difficile, on n'arrive pas, c'est pas possible, j'ai commencé cash, c'est pas possible de recréer cette énergie en vidéo. Mais on peut tricher. À mon avis, moi, c'est un peu ce qu'on pense maintenant avec l'équipe qui on travaille par exemple sur les festivals à Montreux, mais on essaye de recréer cette émotion-là. On essaye de recréer l'énergie, l'intensité d'un concert, ce qui se passe sur scène, l'authenticité et la complicité que les artistes peuvent avoir ensemble et avec le public. Donc j'ai un peu tout résumé ça sous le terme émotion. C'est ces émotions-là qu'on veut
qu'on veut revivre. Puis pour rentrer un peu plus dans les détails, ben, je parle un peu déjà de termes techniques, je commence à parler de close-up, que la meilleure manière au cinéma, la meilleure manière de partager une émotion, c'est d'être très proche du sujet qu'on filme. Donc voilà, de parler de close-up pour montrer, pour magnifier, pour augmenter l'expression et l'utilisation des instruments par les artistes. Après, moi j'ai un mot que j'aime beaucoup parce que je viens du jazz, c'est interplay. Donc c'est je ne sais pas si on peut le traduire en français vraiment, mais c'est vraiment l'entrejeu. C'est ce qui se passe entre deux musiciens. Ce qui est très évident entre deux musiciens de jazz qui improvisent, c'est qu'en gros ils créent quelque chose un peu entre deux. C'est-à-dire qu'ils vont dialoguer et ce qui n'est pas intéressant, c'est les deux parties du dialogue. Ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe entre deux. Ouais. Donc voilà, c'est un peu cette idée-là. Puis ça prend un peu de la forme. L'image qui est en dessus, ben, j'essaye de montrer le rapport entre un musicien, son instrument, un musicien et les autres musiciens. Parce que c'est ça qui est intéressant. Qu'est-ce qui se passe dans le cadre? Oui, on voit un musicien qui joue du piano, mais en fait on a plein d'informations parce qu'on a un groupe derrière, on a une lumière un peu typée cinéma, on a un batteur qui est en train de jouer, et voilà. Et puis après, la dernière point, c'était recréer l'énergie. Alors l'énergie du live, c'est l'élément qui est le plus difficile à recréer en vidéo, je pense. Mais on a des techniques, peut-être en changeant, en shiftant un peu l'axe de caméra. Là en bas, on jouerait avec des effets de bokeh, avec des effets de dioptrie cassée, pour par exemple un moment qui est suspendu, pour créer un peu cet environnement un peu plus suspendu dans la musique, un peu plus éthéré. Ben, on pourrait, pourquoi pas, créer des effets comme ça, quoi. Voilà, c'est un peu comme ça, quoi. Si tu as des questions, non? C'est très clair. Okay, sinon, il ne faut pas m'arrêter. Des fois, je pars un peu dans... je pars dans mes tripes et puis que... Ah, c'est quoi un effet bokeh? Ah, intéressant, monsieur Carapicho. Alors, un effet bokeh, c'est l'effet... on le voit assez en haut, c'est quand vous prenez une optique, ça marche très bien avec des optiques de grand format, type 35 mm, ciné, c'est-à-dire que quand vous ouvrez le diaph, vous réduisez la profondeur de champ. Et en fait, par exemple, si la profondeur de champ il est située entre notre nez à nous et moi et notre dos, ben en fait, tout ce qui est derrière, qui part un peu dans le flou et qui commence à faire ces jolis ronds un peu géométriques et autres, c'est ce qu'on appelle l'effet bokeh. Donc là, on voit que derrière, un tout petit peu, sur la basque du musicien de droite, on n'arrive pas très bien à différencier. Ben, voilà, ça part dans le flou. La définition la plus simple, ce serait de dire c'est l'effet flou, mais c'est dès qu'en fait le flou commence à faire des formes un peu arrondies et beaucoup plus... voilà, là on voit vraiment les bokeh derrière, c'est toutes ces... Ouais, on voit pas ma souris. Mais c'est toutes les petits ronds qu'il y a en dessous de la lampe. Je vais sortir comme ça, on verra. Voilà. Les bokeh, c'est vraiment tous ces petits ronds là, concrets. Mais merci Carapicho pour une super question technique. Des fois, c'est important aussi de vulgariser. Ouais. Donc voilà, mais ça c'est un effet qui rappellera le cinéma. Si vous prenez des films des années 60-70, Taxi Driver, c'est un exemple classique où il y a des effets de bokeh partout. À la base, c'est un défaut de l'optique. C'est parce que quand on veut faire une photo, on a envie que tout soit net. Mais en fait, on a remarqué que si on ouvre le diaph, ben, en fait, on réduit la profondeur de champ. Et puis, en fait, on a créé une aberration un peu visuelle qui est devenue, en fait, un effet de style. On a le même effet avec les caméras, les optiques anamorphiques, qui sont très utilisées en science-fiction, où ça fait des flares, des immenses traînées de flares bleus comme ça. À la base, c'était juste des optiques qui permettaient de faire du cinémascope avec le minimum de pellicule possible. On a créé des aberrations, et ces aberrations sont devenues des codes en cinéma. Donc c'est un peu ce genre d'effet-là. C'est ce genre de code de cinéma qu'on essaie de piquer pour remettre dans du live. Voilà. J'espère que je vous ai pas perdu. Désolé. Ensuite, je parle un peu de cadrage, parce que c'est la base un peu de la captation vidéo, c'est de commencer, voilà, il faut poser des caméras, puis il faut cadrer, il faut cadrer des sujets. Moi, j'aime beaucoup jouer avec l'espace négatif, donc sur l'image d'en dessus, on voit clairement qu'on a un sujet, qu'on a volontairement pas centré le sujet et mis en gros plan, c'est-à-dire qu'on crée un espace négatif. Si on le met à gauche, ben on crée un espace négatif à droite de l'image, et à l'inverse, si on met le sujet à droite, on crée un espace à gauche.
C'est intéressant de mettre des fois l'espace négatif du côté où il y a les yeux qui partent. Dans un champ contre champ, par exemple, si nous on parlerait les deux, on mettrait ma caméra comme ça et la caméra comme ça, le cadre qui se déplacerait pour avoir toujours l'espace négatif du même côté. On pourrait sans problème déplacer l'espace négatif pour le mettre derrière, mais ça ne communiquerait pas la même chose. C'est un effet qui peut étouffer le cadre ou bien pas. Donc là, nous, c'est un peu des effets qu'on essaye. Alors des fois, on met l'espace négatif devant, des fois derrière. En fonction de l'énergie de la musique, des fois, si on a un artiste qui est vraiment très intensément, il chante vers le public, des fois, c'est intéressant de décadrer pour mettre l'espace négatif derrière, pour vraiment donner l'impression qu'il est face à un mur. C'est un effet qui peut fonctionner. À l'inverse, des fois, on mettra vraiment l'espace négatif vraiment devant pour montrer la foule, montrer qu'il y a 10 000 personnes devant lui qui boivent ses paroles. Ça peut être intéressant. Voilà, de toute façon, on va toujours adapter les cadres. On va adapter les cadres à la situation. Ça, c'est vraiment la magie des cadreurs. C'est qu'eux, ils voient tout ce qui se passe et puis, en fait, ils font des propositions. Ouais. Je vous montre... je peux faire un petit aparté pour vous montrer un peu ce qui se passe durant live. Voilà. Donc ça... C'est ce que je vois devant moi quand je travaille durant un concert. Donc ça, c'était le concert de Ray l'année passée à Montreux. On voit que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 caméras. Ça, c'est un concert, j'avais une caméra de moins, j'en avais que 7. Je ne sais plus pourquoi on avait enlevé la caméra 5, je pense pour une raison. Voilà. Des fois, on a des raisons techniques, on doit enlever une caméra. Voilà. Donc là, on a 7 caméras, donc on voit qu'on a 7 cadreurs. Je vais mettre pas trop fort pour que... Je vous montrerai après le produit final, mais on voit que voilà, moi je suis la caméra à quel point rouge, c'est la caméra qui est actuellement en live, et on voit que les autres caméramans, pendant qu'ils ne sont pas en ligne, ils cherchent des choses. Alors j'ai des caméras, c'est assez facile à voir, les caméras, pardon, je mets pas très fort juste pour comme ça je parle, mais je peux mettre. Je vais avancer un tout petit peu. Les caméras 1, 7 et 8, c'est des caméras robotisées. Donc c'est une caméra qui est sur un axe et qui permet, on appelle ça des caméras PTZ pour pan, tilt et zoom. C'est-à-dire qu'elles peuvent panner, tilter, donc faire le mouvement de rotation sur l'axe en horizontal et vertical, et zoomer, c'est-à-dire qu'elles peuvent zoomer avec l'optique. Elles ne peuvent pas se déplacer, elles ne peuvent pas monter, mais elles peuvent déjà faire ça. Ça nous libère un peu, ça fait qu'on peut mettre des caméras sur scène et autres. On voit la caméra en bas. Là, c'est intéressant de voir, je pense qu'on a vu, elle avait dû faire un mouvement. La caméra là, elle est serrée comme ça. Moi, je lui ai demandé de serrer un peu plus sur le trombone. Donc là, elle est dans le programme. Et puis là, il va resserrer pour avoir le trombone plus large. On va voir. Je pense qu'on va voir l'effet. Peut-être un peu plus tard. Ouais, je vais chercher des endroits. Voilà. Puis là, il a serré. Et puis voilà. Puis des fois, il va aller chercher un musicien. Là, il va chercher la bassiste. Et puis des fois, il va aller chercher d'autres musiciens. Donc ça, c'est la PTZ. Les autres caméras, 2, 3, 4, 6, 6, ça c'est des cadreurs. C'est-à-dire que j'ai vraiment un humain. On voit d'ailleurs les prénoms. Donc on voit qu'il y a un humain qui est derrière la caméra qui peut opérer le zoom et le focus. Et voilà, faire des pannes d'électricité. Puis ils peuvent se déplacer non, ouais. On a déjà une contrainte technique, c'est la fibre. La fibre qui est liée comment ça s'appelle qui amène la vidéo au camion régie. Puis après, en fait, c'est des caméras qui sont très très lourdes. Les caméras 3 et 4, c'est des caméras... Okay. Je sais pas, le pied doit peser 50 kg, je sais pas, un truc comme ça. Juste le pied, sans la caméra, l'optique doit peser aussi 30-50 kg. Et puis, puis ça coûte très cher. Je pense le combo pied-optique caméra doit coûter dans les 300 000 francs. Donc voilà, c'est autant dire on va pas trop les on les bouge pas durant le concert. Par contre, un des éléments de la direction artistique qu'on a mis en place, qu'on voit, c'est cette caméra 6, c'est une caméra qui est dans le public. Alors ça, nous, c'est la caméra immersive. C'est un opérateur qui est à l'épaule, dans le public, et le but, c'est vraiment de montrer l'énergie. En fait, c'est de montrer ce que le public voit. Parce que les autres caméras sont un peu fictives. C'est des caméras qui sont trop bien placées. Il n'y a personne dans le public qui voit autant bien, puis qui peut zoomer autant bien. Donc en fait, on a créé un peu cette caméra 6, cette caméra publique pour apporter l'immersion. Puis là, si on regarde, on voit vraiment ce plan-là qui a des têtes, et puis le plus le public est en feu, le mieux c'est, parce qu'on a besoin de bras, c'est vraiment la caméra qui... Voilà, là, on a par exemple quelqu'un du public qui applaudit, forcément, pour nous, c'est vraiment du pain béni, parce qu'on veut vraiment montrer ce truc où les gens dansent, où les gens s'excitent, et puis c'est cool, quoi. Donc voilà, je vous montre un peu ce que j'ai voilà, en multiview. Puis après, le but du jeu, c'est de
c'est de faire du montage en live. Donc c'est vraiment comme du montage vidéo, c'est de monter le concert en live pour raconter quelque chose. Et puis voilà, par exemple, là j'ai la caméra 3, donc maintenant je suis à la caméra 3, les autres caméramans savent que je suis sur la caméra 3, eux ils ont un rouge quand ils sont à l'antenne. Donc eux, leur but c'est de m'apporter quelque chose d'autre. Ils peuvent appuyer sur un bouton pour voir le programme. Le programme, ce qu'on appelle, c'est la vidéo qui passe à la télévision. Donc en plus, ils peuvent voir ce qui est en train de passer. C'est-à-dire que les autres caméramans, par exemple la caméra 2 et 3 qui vont souvent rester sur le sujet principal, elles savent qu'elles vont jamais me faire la même chose. Parce que je ne vais jamais passer d'un plan serré de l'artiste à un autre plan serré de l'artiste, ce serait un peu bizarre. Donc par exemple, si vous regardez, si je mets la 3, en général, la 2, elle dessert. Et puis la 4, elle va chercher autre chose. Voilà, par exemple, la caméra 4 va chercher la bassiste, elle va chercher des choses. Après, des fois, elle est bloquée, hein, parce que vu qu'elle ne peut pas bouger la caméra, des fois, il y a des trucs que ça passe. Là, on voit l'exemple classique, c'est que derrière on a un gros piano qui cache la batterie. Donc, en début de concert, c'est assez vite clair que la caméra 4 ne pourra jamais prendre la batterie. Mais voilà, c'est un peu des choses qu'on doit se caler. Là, par exemple, j'ai fait une rocade, elle était assise, donc j'ai demandé à la 4 d'être plutôt sur elle, et la caméra 2 va plutôt chercher, par exemple, là, des cuivres ou voilà. Puis du coup, ça me permet un peu d'aller chercher le batteur, ça me permet un peu de me libérer. On voit la caméra 6 qui est dans le public, qui peut aller chercher... La caméra 6, voilà, son but, c'est de chercher entre des têtes pour aller chercher un peu un truc qui donne l'impression que voilà, c'est cool ce qui se passe, c'est un peu des plans volés qu'on appellerait. Oui. Donc voilà, donc ça c'est un peu en live. Moi je réorganise les cadreurs, mais les cadreurs c'est eux qui ont la force de proposer quelque chose. C'est-à-dire qu'ils doivent vraiment me donner du matériel pour que je puisse continuer la suite. Puis du coup, il faut donner du matériel, il y a des choses que j'ai besoin absolument. Par exemple, s'il y a un solo de basse, ben, j'ai besoin qu'il y ait une caméra qui soit sur la basse. Et s'il y a, s'il y a le chanteur qui saute dans le public, ben, j'ai besoin qu'une caméra puisse très vite sauter avec lui dans le public pour le suivre. Ouais. Donc voilà, les cadres, je ne vais pas aller beaucoup plus loin, mais ça revient un peu à ce que j'ai dit avant, c'est que j'aime bien montrer l'artiste en relation avec le public, en relation avec la salle, en relation avec d'autres musiciens, en relation, voilà. Montrer cette relation. C'est ça qui fait, qu'on va avoir des concerts, c'est qu'on veut avoir un bout d'expérience avec un artiste. Je vais aller très vite sur les mouvements de caméra aussi. Donc là, j'avais fait un showreel monté en prenant des extraits du concert des Rolling Stones filmé par Scorsese. Donc c'est extrêmement intéressant comme exercice de la part pour nous de voir un réalisateur Scorsese qui est en termes de cinéma qui est quand même très référencé, qui a même apporté ses propres codes et qui est vraiment un maître de l'outil, vraiment du cinéma classique. Mais de voir comment s'il devait réaliser un concert de Rolling Stone, comment il se l'approprie. Et puis j'ai bien aimé ces mouvements de caméra parce qu'il en fait un peu, mais il n'en fait pas des caisses. Il suit en général la musique. Il va jamais créer quelque chose. Voilà, par exemple l'image de dessus où il suit le chanteur, il va vraiment se focaliser sur l'énergie, sur le mouvement, et puis il va accompagner le mouvement. Dans le deuxième, j'aimais bien des sortes de montage. Il faisait du montage dans la coupe, c'est-à-dire qu'il y a un caméraman qui a fait un mouvement rapide qui va forcément avec la musique est très énergique, et puis il coupe dans le mouvement pour avoir un truc qui retombe sur les descentes de guitare. Mais avant tout, c'est de ne pas créer plus que ce qu'il y en a. Parce qu'on voit beaucoup des fois des réalisateurs qui coupent, et puis alors qu'il y a très peu, la musique n'est pas du tout dans cette intensité. Puis je trouve que c'est un peu aller à l'encontre de la musique. Voilà. Puis bien sûr, après, il faut rentrer un peu dans la technique, parce que c'est très important que les techniciens savent à peu près le matériel, où on doit placer les caméras, tout ça. Donc là, ça reste la présentation que je fais pour les artistes, donc ça reste très large, en termes de très vulgarisé. Mais après, on va un peu plus loin, en général, avec les techniciens. Mais en gros, là, je dis qu'on a 5 caméras et 4 opérateurs. On peut voir, donc ça c'est un plan à droite très très simplifié, on n'a pas tellement de taille, on n'a pas tellement de distance, mais c'est surtout pour montrer qu'est-ce qu'on peut faire en termes de placement de caméra. Alors, si on a le stage, la scène en haut, le public qui est assis au milieu, et puis le FOH, ce qu'on appelle le FOH, c'est le front of house, c'est la régie lumière et la régie son. En gros, c'est là qu'on a des opérateurs, c'est la partie la plus loin de la scène. Donc c'est pour ça que moi je voulais une caméra
très large, donc le plan 1, qui est on appelle ça la master shot, c'est le plan large avec le public, avec la scène en entier. Cette caméra, elle n'est pas opérée, donc c'est-à-dire que c'est vraiment juste une caméra à plan fixe. C'est pas la caméra la plus intéressante, mais c'est une caméra qu'on a besoin, parce que de temps en temps, on a besoin pour élargir et puis voir tout le monde. Donc ça, c'est le front of house, la caméra 1. Puis après, on a ces 4 autres caméras qui chacune ont un opérateur, et puis qu'on va venir placer, du coup, qui auront chacun un peu leur utilité. La caméra 2, c'est la caméra que j'appelle follow-up. Elle est l'optique la plus longue. On voit sur le plan qu'elle a un 50 à 1000 mm. Donc j'ai mis des équivalences en 35 mm, comme ça parle souvent aux artistes. Mais en gros, c'est une caméra qui peut serrer, même si je suis à 30 mètres, elle peut faire un gros plan comme ça. Donc ça, c'est la caméra qu'on va utiliser, pour rappel, pour aller chercher des émotions. C'est celle-ci qu'on va pouvoir faire le gros plan du visage, qu'on pourra chercher les doigts d'un pianiste qui sont vraiment en train de jouer quelque chose de compliqué ou quelque chose de vraiment virtuose. C'est cette caméra qui va nous faire rentrer vraiment dans le show. Je saute la caméra 3, je passe aux caméras 4 et 5 d'abord. C'est des caméras latérales qui peuvent remonter et redescendre la scène. La caméra 5, on lui a mis un slider, comme ça elle peut très vite se repositionner. Ça, c'est les caméras qui vont chercher un peu ce qui se passe sur scène. Donc ce qui est intéressant, c'est par exemple la caméra 4, ce serait comment dire, celle qui va chercher les artistes. C'est pour ça qu'on l'a mis un peu plus en avant. Et la caméra 5 pour aller chercher un batteur qui est planqué un peu derrière ou un bassiste. Ouais. Voilà. Puis après, on a la caméra 3, ça on a mis sur un slider. C'est un peu le but de faire une caméra qui est un peu plus intéressante en termes de dynamique. C'est un plan large, mais elle peut quand même faire un petit mouvement de caméra, un travelling latéral gauche-droite, pour un peu accompagner la scène, pour faire des descentes depuis les lumières, des fois c'est joli, bien des montées depuis le public. Voilà. Donc c'est un peu la caméra qui peut faire des mouvements, toujours assez légers, parce que c'est pas, à moins que la musique s'accélère un peu, puis là on peut suivre un peu, mais sinon c'est vraiment la caméra qui va suivre un peu. C'est un plan large, un peu déguisé, qui est un peu plus intéressant que le plan 1, qui est un peu statique. Voilà, donc c'est un peu, voilà, ça c'est 5 caméras. Ce que je vous ai montré avant, je vous remonte vite la vidéo. Là on avait plus de caméras, là on en avait 8. Une qui était déconnectée pour ce concert-là, mais voilà, là on a le plan 1, donc c'est toujours, en général le plan 1 c'est le plan large, comme ça on sait si on a le moins de problèmes, si je suis perdu, je pars sur la 1, je sais que la caméra est toujours nette, est toujours fonctionnelle, il n'y aura jamais de problème sur la caméra 1. Enfin, jamais de problème, il y a pas de problème technique, mais en général, si moi je suis perdu, c'est pas là qu'on aura les problèmes. La caméra 2, c'est la caméra qui est le plus loin, qui peut faire des serrées. Alors, on serre pas tant que ça au final, parce qu'on préfère serrer avec une autre caméra qui est un peu plus latérale. Voilà, on a 2 et 3, c'est des caméras qui sont assez loin avec des longues focales. 4, c'est la caméra qui est latérale, qui est posée là, si vous voyez mon curseur, qui est vraiment là. 5, c'est une caméra qui est sur scène. Du coup, là, on n'avait pas de caméra sur scène. C'est-à-dire que des fois, on a un opérateur sur scène qui est à l'épaule. 6, c'est la caméra qui est dans le public. On voit ici qu'elle filme des épaules. Mais en fait, à ce moment-là, elle doit être par là au niveau du public, je pense. On doit la voir. Elle a une très grosse antenne. Vraiment, on peut pas dès que vous la voyez, vous ne la loupez plus. Caméra 7 et 8, c'est des caméras qui sont robotisées. Donc la caméra 7, elle est posée actuellement là. Et puis la robotisée, elle panne pour choper la bassiste et les cuivres. Et la caméra 7, c'est un plan large secondaire. Parce que sur le plan large, ce plan large frontal, il était très droit, très symétrique. Puis on voulait un plan large qui ait un peu plus les montagnes derrière. Parce qu'on est à Montreux, on voulait profiter un peu du... Il faut montrer le paysage. Il faut montrer le paysage pour faire plaisir à Montreux et faire un tourisme. Ouais, toujours. Toujours. Donc voilà, donc ça c'est un plan de scène. On adapte forcément le plan de scène à la salle, on adapte le plan de scène aux contraintes techniques. Des fois on a un immense pylône au milieu du truc et puis on doit s'adapter, voilà, on doit déplacer des trucs. Voilà. C'est un peu le truc qui va... On a des contraintes techniques tout le temps. On ne peut pas mettre des optiques très chères par-dessus toutes les caméras, donc on les réserve à des endroits précis. Et puis voilà. Après je parle très vite de lumière, je ne vais pas m'étendre trop longtemps là-dessus parce que c'est pas vraiment, on ressort un peu de notre métier, mais en tant que réalisateur, je dois faire une proposition de lumière. Donc on travaille avec le technicien lumière pour créer des ambiances un peu uniques par concert et par morceau. Mais voilà, ça, je vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, on joue sur des combinaisons de couleurs. Ensuite, ça c'est un planning et un workflow que j'explique aux artistes comment le jour la décoration arrive Si en plein live. Besoin. Mais... Voilà, un planning de shooting où on place les caméras, mais ça c'est pas très intéressant. Puis après, je parle un peu de staging and acting.
c'est comme j'ai affaire à des fois des artistes qui n'ont pas une grosse expérience du live, enfin, ils ont une expérience de live, mais ils n'ont pas une expérience d'être captés par des caméras. Je leur explique comment apparaître le mieux à une caméra. Ce serait vraiment, pour moi, c'est la même différence que pour un acteur qui fait du théâtre et puis un jour il doit travailler pour une caméra. Ben, c'est juste lui expliquer ce qu'il doit faire, c'est la même chose. Il doit faire de la musique, il doit jouer. Voilà. Maintenant, on peut baisser. C'est la décoration, on peut ça un peu comme ça. C'est que de la déco, hein, c'est pas pour nous. On n'a pas le droit de manger, en fait, c'est faux. C'est du carton. Et Maria qui s'assure de notre bien-être. Ça, c'est une vraie réalisatrice qui prend un cœur de mettre à l'aise. C'est bon, quoi. Donc je disais, voilà, je parlais de l'acting, donc c'est des musiciens qui ont l'habitude de jouer sur scène, comme si c'était des musiciens qui faisaient du théâtre. Moi je leur explique juste comment faire pour jouer avec une caméra, et puis je leur dis juste, en fait, faites ce que vous faites d'habitude, mais poussez peut-être un peu les poteurs un peu plus fort. Si vous, par exemple, je reparle d'Interplay, donc si vous jouez ensemble, n'hésitez pas à vous regarder quand vous jouez ensemble, parce que ça c'est des choses qui passent mais très bien à la caméra. Si on voit qu'on arrive à capter des moments un peu d'authenticité et de complicité entre des musiciens, ça c'est vraiment des choses qui, à la caméra, ça donne vraiment super bien. Ouais. Je parle un peu de set design. Alors ça c'est intéressant, parce qu'en gros, on se met un peu on arrête de partir du principe qu'on filme juste des choses qui se passent sur scène et puis on n'a aucun contrôle là-dessus. En fait, je leur parle juste aux artistes, je leur dis juste que tout ce qu'ils vont amener sur scène va prendre la lumière, donc les caméras vont le filmer. C'est-à-dire que si cette artiste, elle prend cette casquette et elle prend cette casquette de cette couleur, c'est un choix, c'est une décision artistique. Et puis que du coup, ça impactera notre proposition en tant que création en lumière, création couleur. C'est-à-dire qu'on va vraiment faire des choix en fonction, mais ça va aussi impacter la manière dont ils jouent, dont ils mettent en place, dont la lumière va taper dessus. Donc là, c'est un groupe qui avait un instrument, on appelle ça un hackbrett, c'est un instrument suisse-allemand qui est un peu particulier, qui est folklorique. Mais en fait, ils ont fait un groupe de musique là autour où ils font un peu du rock. Il s'appelle comment? Merde. Non. Oblicht. Ah ben, je peux vous montrer un petit exemple, il est en ligne. Oblicht, voilà, Oblicht. J'imagine qu'il faut le dire avec un accent. Puis ils sont suisse-allemands. Ils sont, de Lucerne. Mais à part ça, c'était vraiment, voilà, ça c'est un exemple de la vidéo à la Residency, donc on le voit ici, donc c'est vraiment un peu cette DA que j'ai mis en place. Là, on voit la caméra qui est sur un slider. Et ça c'est la caméra 2 qui est en fond, qui peut faire des serrés. Voilà, puis on cherche un peu à créer ça, mais voilà. C'est con, mais c'est très nouvelle vague musicien jazz de mettre des torchons sur sa batterie pour étouffer le son. Mais ça communique, c'est pas juste pour le son. Visuellement, moi je trouve très intéressant qu'on le voit et qu'on le montre. Ça fait partie de leur manière de faire la musique et puis je trouve intéressant qu'on mette en lumière. J'ai bien parlé, j'ai dit voilà, on va le filmer, on veut montrer ça parce que ça fait partie de votre identité. Et puis voilà, dans le choix des habits, de faire attention de ne pas être tous en gris et puis qu'il y a juste la chanteuse qui est en orange, à moins que c'est une volonté, mais que tout soit... Je leur attire juste l'attention là-dessus, que tout doit être une intention visuelle. En général, ils sont assez conscients de le faire en musique, c'est-à-dire que s'ils prennent des choix, ça fait partie de leur intention musicale. Là, je leur disais, faites ça aussi pour le visuel. C'est-à-dire que si vous choisissez de jouer avec cet instrument, si vous avez un clavier qui est rouge, c'est pas juste qu'il est rouge parce que vous l'avez acheté rouge, c'est aussi que vous l'amenez sur scène, il va prendre la lumière, ça sera une intention visuelle. Vous pouvez n'en avoir rien à foutre, mais c'est pas grave, mais c'est une intention. Donc voilà, c'est un peu comme ça que je leur vendais le set design, leur expliquer que voilà, tout fait partie d'un contexte. Puis il y a des artistes qui sont très bons pour faire un contexte où tout a l'air explosé, tout a l'air destroy. Voilà, le punk, c'est l'exemple le plus typique. Le punk, on en a tellement rien à foutre que c'est notre identité. Et puis en fait, ça communique. Je trouve que c'est très intéressant ce qui se passe dans des musiques extrêmes pour ça, de voir qu'au final, on peut aller plus loin en termes de s'approprier une scène, de s'approprier des codes et puis tout ça. Donc c'est ça. Puis nous, on est juste là pour capter ça, mais si on peut aider à pousser la captation avec nos compétences techniques, si on peut aider
la communication dans ce sens-là, je trouve que c'est un peu notre travail de faire ça, quoi. Mais aussi de le faire pour eux et pas pour nous. Ouais. De pas juste les tirer dans ce qu'on veut faire, mais aussi de suivre un peu leurs propositions. Ouais. Des détails de scénographie, ça c'est plutôt déjà un peu technique. C'est que pour nous, pour la lumière, comme on n'a pas beaucoup de temps, c'est plus facile si on groupe les musiciens. Par exemple, c'est ce qu'on voit sur l'image d'en bas, c'est le groupe jouait de manière très concentrée, puis du coup avec très peu de lumière, on arrive à créer une ambiance qui est assez chouette, quoi. Et puis après, je parle de couleurs. Ça revient un peu avec l'idée de contexte, c'est que je leur dis un peu, faites gaffe aux couleurs que vous apportez. Et puis vu que j'ai fait une formation Icon, j'ai un peu 2-3 bases en couleurs, et puis j'aime bien la règle des 60-30-10, c'est une règle assez arbitraire, mais qui fonctionne quand même assez bien. Mais c'est de dire que voilà, si on fait une image et puis qu'on met une base de couleurs qui est prépondérante, qui est à 60%, qu'on met une secondaire qui vient un peu apporter un peu l'identité à cette image et faire un effet de contraste, puis après qu'on a une couleur d'accent pour vraiment mettre des éléments en lumière, en avant, là, c'est un super guide. On peut faire des images très bien sans se baser là-dessus, mais vu que c'est des gens qui n'ont pas forcément une grande expérience de la composition d'image, de la composition de jouer avec les couleurs pour composer une image, je leur donne cet outil-là. Je leur dis, voilà, pensez que sur scène, tout va y prendre la lumière. Donc si vous prenez tous vos t-shirts plus la peau de la batterie, ça fait, disons, les 30% de jaune. On va faire le fond en noir légèrement violet, ça fera notre 60% de base. Puis après, on va mettre à des accents blancs, puis ça fera notre 10%. Puis voilà, je leur donne juste un peu des petites guides comme ça. Puis après, nous, on peut compenser en lumière. C'est-à-dire que même si la veste du guitariste à gauche et la veste de la bassiste à droite n'est pas exactement la même couleur, nous, avec la lumière, on peut un tout petit peu, avec la lumière et la colorimétrie, on peut apporter on peut ramener les couleurs ensemble, quoi. Voilà. Et puis après, ça c'est la technique, c'est qu'est-ce que j'ai besoin d'eux, qui n'est pas très intéressant. Et puis je leur dis merci, puis après on fait un concert, et puis voilà. Ouais. Donc voilà, ça c'est un peu la base pour leur vendre. Et puis après, je sais pas, je peux vous montrer un bout de concert, je peux vous montrer... Ce que ça donne... un que tu as bien aimé aussi faire, quoi. Je vous montre, j'ai déjà fait un super exemple, c'est ça. Alors, un jour, j'ai un concert que j'aimais beaucoup, donc on a enregistré le multiview et j'ai aussi j'ai mis une caméra derrière moi, donc on peut voir ce que je fais en plein concert durant un live. Donc là, on voit que là, on me voit de dos, on voit peut-être pas forcément très bien, mais là, je suis assis à une console avec plein de boutons. Il y a plein de boutons, mais en vrai, j'en utilise que 8. Ouais. Parce que j'ai besoin de 8 caméras. Tous ces autres boutons-là, on n'en a pas besoin. Je pense que ça peut être utile pour des émissions plus compliquées, mais nous, on a besoin vraiment de 8 sources et des communautés dessus. Ouais. Et puis après, si on m'entend, je vais monter un peu le volume, fais gaffe peut-être. Donc là, on m'entend communiquer avec les opérateurs. Donc je donne des chiffres, j'indique à chaque fois la prochaine caméra qui sera en ligne. Donc c'est un travail d'anticipation, c'est-à-dire que non seulement moi j'ai envie de mettre la caméra 2 en ligne, mais j'ai besoin que le caméraman soit au courant qu'il va être en ligne. Donc là c'est un exemple assez parlant. Alors c'était facile parce que je connaissais assez bien la musique, mais je savais que la basse allait commencer. Non, on revient en arrière. Là ils chantaient, je savais qu'ils allaient chanter. Puis voilà, du coup d'avoir une demi-seconde d'avance pour dire à la caméra 3, attention ça va partir sur toi. Je remets là. Ça va partir. 3. C'est ça tout le travail d'anticiper, parce que si on attend que la basse commence puis qu'après on switch dessus, on est un peu en retard. C'est pas grave, il y a beaucoup de choses que je dois rattraper, mais tout ce que je peux anticiper, voilà. Puis après, ça c'est juste connaître la musique, savoir que 90% des morceaux c'est refrain, couplet, et puis qu'il y a un solo de guitare au milieu, voilà. C'est un peu ce genre d'éléments-là qu'il faut connaître. Tu te prépares toi avant pour toi-même, est-ce que tu fais des préparations, genre tu vas écouter, tu vas voir des anciens concerts, des trucs comme ça? Je fais les deux, ouais. J'écoute principalement... Il faut écouter beaucoup de musique, ça c'est clair. Quand la programmation du festival sort, je fais une playlist avec 300-400 morceaux que je charge. J'ai un lecteur MP3 que je peux prendre sous l'eau, et puis que chaque fois que je vais nager, j'écoute de la musique. C'est qu'en fait, c'est un peu la moitié de ma préparation, c'est ça. C'est d'écouter la musique, je fais des playlists, j'écoute. J'ai de la chance à Montreux parce que c'est quand même c'est de la musique qui me parle de base, donc j'ai pas besoin de faire un grand travail. En général, la moitié, je connais déjà bien la musique qui va être jouée. Puis
Ça, c'est le travail que je fais en amont. Après, je reçois les plans de scène, donc je sais à peu près où les musiciens seront placés, dans quelle configuration, où sera le batteur, tout ça. Mais ça sert à rien de trop préparer parce que la réalité, souvent, est bien différente de ce qu'ils préparent. C'est-à-dire qu'ils me disent, OK, on va venir avec 3 chanteuses, le bassiste et puis des violons, puis au final, il n'y a pas de violon, et puis il y a 4 chanteuses. Donc il y a une chanteuse en plus que tu n'avais pas prévu, tout ça. Alors en général, on improvise le jour même. Ce que je fais par contre, qui est quand même utile, c'est que souvent c'est des artistes qui font des tournées, et puis je vais voir les concerts, s'il y a des concerts qu'ils ont joué avant. Donc j'ai eu le cas pour Justice, où ils avaient joué 2 semaines avant à Coachella ou Lollapalooza. Et puis j'ai été vraiment voir la vidéo, puis j'ai vu, ok, le setup sera comme ça, les deux musiciens seront comme ça, ils ont un mur de LED ils ont un mur de LED derrière, ils ont des éléments lumière qui descendent. Puis tout ça, moi je peux préparer, je peux communiquer au cadreur, et puis je peux dire, voilà, toi la caméra 4, tu seras latéral, à un moment donné tu pourras faire cet effet-là, donc teste-le déjà, voir si tu arrives à faire le mouvement, ok, ça passe. Et puis après, en live, moi je sais quand il arrivera plus ou moins, puis souvent je regarde la setlist sous les yeux, puis je dis ok, caméra 3, t'as bientôt, caméra 4, tu auras l'effet de descente, de pan down qui va descendre, et puis tu le feras. Ce morceau-là, je savais que, par exemple, je savais que ça allait commencer sur, en gros, que j'avance un peu, je savais que ça allait commencer où 2 batteurs allaient jouer sur la batterie. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé la caméra qui est derrière, et puis il est au courant, et puis vraiment, au moment où ça tourne, je lui dis, fais ton tilt down. Je savais que ça allait durer 16 secondes, puis après je passe sur la basse. Pour aller avec ces nouvelles notes. Puis après je savais qu'ils allaient chanter, donc la caméra 5, la caméra plein, les caméras que j'avais pas besoin, je les ai libérées, puis après je montre les gens qui chantent. Voilà, donc ça c'est un peu le truc qu'il faut un peu anticiper. C'est clair que si on connaît la musique, c'est 1000 fois plus simple. Mais après, même si on ne connaît pas, il y a un truc magique, c'est que les caméramans, ils savent plus ou moins. Ils voient ce qui se passe. Le pire qui arrive, c'est quand tout d'un coup, il y a eu le cas, c'était pas moi qui réalisais, mais on m'a dit, c'est quand Johnny Depp est venu jouer avec Jeff Beck. Puis en fait, il y a un truc qui s'est passé, c'est que toutes les caméras ont foncé dessus. La moitié du concert, c'était seulement Jeff Beck, et puis après la deuxième moitié, il a joué avec Johnny Depp. Mais le moment où Johnny Depp est rentré sur scène, il y a toutes les caméras qui ont foncé sur lui. Mais c'est logique, c'est un acteur qui a un peu, je pense, qui a un truc magnétique où tu as envie de le filmer, quoi. Il est tout... Bon, on peut juger, je juge pas en bien ou en mal l'acteur ou le personnage, mais en fait il arrive, il est bien sapé, c'était Jack Sparrow, hein, il avait des chaînes, il avait ses trucs et tout ça, ça tu peux vraiment, c'est vraiment, bref. Et puis il arrive, forcément t'as envie de le filmer parce qu'il est trop cool, quoi. Et puis il est trop cool à filmer. Faut pas se faire canceller. Attention, c'est vraiment un personnage qui est intéressant à filmer. Et puis du coup, tu vois vraiment que les caméras foncent dessus, puis du coup, le réalisateur, il a dû réorganiser, puis dire, ok, donc 2 et 3, vous restez sur lui, mais les autres, vous partez ailleurs, quoi, parce que j'ai besoin de l'autre musicien, j'ai besoin du bassiste, j'ai besoin de tout ça, puis après, voilà, ça se réorganise. Mais ça, c'est des choses que c'est très rare. En général, les caméras, les cadreurs et cadreuses, ils savent très bien où il faut aller, ils savent très bien ce qui marche, et puis eux, ils voient dans le cadre, mais ils voient aussi, ils ont un champ de vision qui est plus grand que ça, quoi. Donc si tout d'un coup, il y a un truc qui se passe à droite, tout d'un coup, ils vont foncer, et puis voilà, quoi. Ils vont vraiment nous proposer des choses, et puis nous, on doit juste rester alerte à la réalisation, on doit tout regarder ce qui se passe, et puis dire, ok, là, c'est intéressant. Là, je sais pas, je vais prendre un exemple, mais... Ah oui, puis un autre effet qui est bien, c'est que, regardez, à un moment, à chaque fois que je mets une caméra en ligne, les autres caméras bougent. Parce qu'elles savent que je suis en train de filmer quelque chose, donc là, je suis sur le piano. Donc les autres cherchent, ok, la 7, elle va être en ligne. Donc là, la caméra 4, voilà, j'ai demandé à la caméra 4 d'aller chercher quelque chose parce qu'il manquait l'organon. Donc la caméra 4, vite, elle doit se repositionner. Et puis là, quand je lui demande va chercher l'organon, je peux pas dire va chercher l'organon et puis 4, je dois la laisser chercher, cadrer, se recaler, tout ça. Puis une fois que Laura est prête, je dis ok, 4, t'es en ligne. Ça prend 4-5 secondes. Donc si je veux choper un truc... Moi, je voulais choper ce mouvement-là, j'ai dû vraiment l'anticiper, mais 10-15 secondes, quoi. Alors là, c'est facile parce qu'on a une musique vraiment hyper bien, mais quand c'est des trucs qu'on connaît pas, on est forcément plus dans une réalisation un peu de rattrapage. Voilà. Mais après, c'est la musique, c'est assez logique en général. C'est qu'on suit des solos de guitare, on suit des choses, c'est assez facile de montrer ce que les gens veulent voir, quoi. Puis quand 90% du temps, c'est un chanteur, voilà, quand vous filmez Sting, vous savez que 80% de votre vidéo sera sur Sting. Et puis après, on montrera un peu le bassiste, on montrera le batteur, mais c'est que les gens veulent voir Sting, c'est logique.
Voilà. Donc ça, c'est un peu comme ça. Et puis après, qu'est-ce que je peux montrer d'autre? Je peux montrer un dernier qu'on a fait pour Yamé. Donc ça, c'était un autre format un peu plus... c'est un peu un format entre deux, ça ressemble plus à la Residency, donc c'est moins de caméras. Et puis on a fait ce format-là à Villars avec une création de lumière. Donc on voit les LED derrière, donc ça on a un opérateur lumière qui en live allume, éteint des éléments LED pour suivre la musique. On retrouve un peu le même concept de la caméra latérale qui est sur un slider. Voilà, on a cette caméra un peu PTZ sur scène, sur lui, sur le batteur. Ouais. Donc je pense que vous avez une bonne conversation, je sais pas si vous avez des questions. Peut-être que si moi tu aurais vu ça de ce que tu nous as montré avant Ray. Ray, alors je peux le montrer, il est sur YouTube. Donc ça c'est super. C'est que l'artiste voulait sortir, elle était contente du concert, donc elle voulait sortir elle a sorti un vinyle, et pour accompagner le vinyle, elle a voulu sortir le concert en entier. Donc nous, on enregistre toutes les caméras en séparé, et puis du coup, j'ai eu l'occasion de refaire le montage. Alors, j'ai dû le faire très vite, j'avais quelques jours pour le faire après le festival. Et puis de toute façon, c'est pas le but de tout rechanger, mais j'ai quand même pu changer 2-3 choses, régler des... Je mets un peu moins fort volontairement, comme ça je parle dessus. C'était un peu le but de changer un peu les fausses coupes, parce que bien sûr, il y a des fausses coupes. À un moment donné, j'aurais envie de passer... Il y a le truc... en général, ça se passe assez bien, mais des fois, dans le feu de l'action, tout d'un coup, je dis « Ok, caméra 3, je te prends ». Et puis au moment où je dis caméra 3, lui, il voit un truc super qui est en train de se passer dans le public, il fonce dessus, et puis moi, je coupe dessus, puis on voit une arrachée. Une arrachée, c'est quand tu prends une caméra qui sort... qui fait pas du tout un mouvement c'est une erreur de cadrage. Et puis voilà, puis du coup, ces arrachés, je les ai un peu nettoyés. J'ai un peu refait le montage, mais très peu, 2-3 cadrages, mais voilà. Donc, je vous parlais avant de la caméra, ça c'est un exemple, je pense qu'on va voir toutes les caméras. On est sur la caméra 4 latérale, puis moi, avec ce genre de setup, j'ai un réflexe, chaque fois que l'artiste dit « montre, vous êtes là », je sais que la caméra qu'il y a dans le public, je vais partir dessus, parce que c'est là qu'il y a les bras qui se lèvent. Puis là, ça va pas manquer. Puis après, il y a des choses un peu magiques qui se passent. Là, j'ai préparé un mouvement de caméra. Je voulais juste un mouvement qui montait depuis la caméra 2, la caméra tout au fond, pour avoir un effet de tilt-up sur l'artiste. Et puis en fait, c'est tombé pile sur un moment. Ouais, ça, c'est une chose qu'on essaie d'avoir des émotions, des trucs comme ça. Je vais avancer aussi le public. On a eu cette montée et qui était en plus synchronisée avec la musique, où on avait vraiment un effet de crescendo musical. Et en plus, elle a fait un mouvement, elle, où elle montait en même temps le corps, elle se baissait puis elle remontait. Je vais vous montrer. Voilà, par exemple, là j'ai préparé, je suis un peu tombé sur la caméra 7 et un solo de guitare qui est passé. Donc s'il y a un solo de guitare, c'est intéressant de montrer un truc un peu les doigts, quoi. Donc tout de suite j'ai dit à la caméra 2, ok, va me choper les doigts. Et après, tout d'un coup, voilà, ça j'avais pas prévu, mais tout d'un coup il y a un truc qui se passe, il faut savoir réagir. Là en vrai, je pense que j'aurais dû garder le plan un peu plus longtemps, pour montrer un peu plus ça. Enfin, ça a été hyper intéressant. Ouais. Puis maintenant que je le revois, c'est un peu une erreur. Après, on fait du live, donc on peut pas... Mais c'est vrai que... Je pense que je ne l'ai pas remonté parce que je pense que j'ai libéré la caméra, la caméra, puis par réflexe, elle est partie. Mais du coup, voilà, après on a vu ce qui s'est passé, avec une autre caméra plus latérale, on a pu récupérer ça. Je vais
voir si j'avais pas trop le moment qui me volait. Ouais, des fois je le retrouve tout de suite. Et ça, du coup, elle a gardé aussi l'enregistrement pour faire l'album. Donc elle a sorti un album live, un vinyle, et puis du coup, pour accompagner, faire la promo, on a fait une vidéo, en plein. Du concert entier, on a fait aussi. Ce qui est cool, c'est que ça, c'est vraiment bien. C'est quand elle a sorti sur sa chaîne. Et puis elle a sorti aussi une reprise de. Qui est plus en ligne. Ouais, t'es plus en ligne. Ah oui, It's a Man's World de James Brown. Alors là, ça fait partie du truc qu'on peut pas gérer. C'est que je trouve que. Bon, là, on a beaucoup de fumée, donc si on a beaucoup de fumée, ça devient compliqué avec les caméras qui sont loin. Et puis en fait, le fait qu'elle était assise, je pense que c'est cool pour le public, les premiers rangs, mais c'est pas, pour nous à l'image, c'est pas chouette. Ouais. Parce qu'en fait, sur ce plan, elle est un peu perdue dans le plan. Ouais. Sur ce plan, c'est super. C'est pour ça que je pense pour le public, c'est cool. Mais sur ce plan, ça marche hyper bien, parce que du coup, on l'a vraiment à hauteur d'yeux. Par contre, après, tous les plans serrés, surtout celui qui est en face, on remarquait qu'on était un peu embêté. Voilà, c'est que derrière c'est un peu plat quoi. Ouais. On perd, on n'a plus de lien avec d'autres musiciens, on n'a plus de lien avec la scène, on n'a plus trop de lien avec le live quoi. En plus du coup on se retrouve avec le monsieur de la sécurité on peut rien faire quoi. Le plan serait super mais en fait on sait pas trop où couper au-dessus avec le batteur. Et donc c'est pas les plans les plus faciles. Après, je pense que ça crée quand même quelque chose d'intéressant. Mais après, quand elle se relève, Voilà. Ça, du coup, c'est une reprise qu'elle a décidé de faire sur le moment et vous n'étiez pas au courant ou vous savez à l'avance J'ai su le matin, je crois. Donc, j'ai su, quand j'ai vu, en général, ils me donnent la setlist, les artistes, quand ils arrivent. Des fois, ils font ça au dernier moment. Un artiste comme John Baptiste, il fait pas de setlist, il donne tout au dernier moment. Puis même, il dit, vous verrez ce qu'on fait. Puis même eux, je pense, ils sont pas vraiment au courant parce que c'est basé beaucoup plus sur l'improvisation et puis c'est beaucoup plus freestyle. Mais c'est cool aussi, quoi. Enfin, c'est ça aussi qui fait que c'est cool notre métier, quoi. Enfin, c'est vraiment de le voir réagir et puis tout ça. Voilà. Puis toi, il y a un artiste que tu aimerais faire une fois Ils sont tous morts. Oh non. non mais j'aurais adoré faire un Prince, j'aurais adoré faire un Michael Jackson, ça c'est clair. Ouais, bon. Je pense Beyoncé, ça va être cool. Ouais. Parce que son live au Coachella, si vous avez vu, je sais pas, il est sur Netflix, je vous conseille, mais vous mettez. Beyoncé, si tu te loupes, Ah ouais, t'es fini. Tu ne saurais plus. Tu meurs sur place, je pense, dans Side Eye, quoi. Oui. Mais après, c'est tellement. Après, je veux pas dire, mais t'as tellement de moyens et t'as tellement de. Que tu peux pas vraiment te louper. Enfin, genre Beyoncé. Je sais qu'il est. Ouais, c'est ce live. Ça, j'aime beaucoup parce qu'il y a un mélange de médias qui est vraiment bien. Ils ont mis de la Super 8, ils ont mis... En plus, c'est bien le trailer, c'est que de la Super 8, mais je pense... Mais après, quand ça part, quoi. Et puis, voilà. Ouais. Et puis moi, j'aime beaucoup mélanger... Enfin, j'aime beaucoup les artistes qui mélangent les médias, qui mélangent les formats et tout. Et puis ça, T'as regardé, du coup, le Renaissance Non, il est passé au cinéma. Ah oui. Mais là, je crois qu'ils ne l'ont pas sorti. Il est en sorti au cinéma. Ouais. J'ai entendu que le Mylène Farmer, il était terrible. Tu l'as vu? Non, j'ai pas vu. Enfin, j'ai juste vu qu'il passait aussi en scène. Ils ont fait un truc au cinéma, et puis avec une ébauche de moyens terribles. Donc c'est quand même intéressant de voir. LCD Sound System, j'aimerais bien filmer. Ok. Sinon, Wolfpack, c'était un des plus gros que je voulais faire dans ma vie, puis qu'on les a eu l'été passé, donc c'est celui que je vous ai montré avant. Radiohead, j'aimerais bien Radiohead. Mais après, c'est pas... En fait, souvent, on est déçus, c'est pas les plus gros qui sont le plus intéressants, parce qu'en fait, il y a trop de contraintes.
je vais pas donner de nom, mais il y a des artistes qui veulent pas être filmés en gros plan, il y a des artistes qui veulent pas avoir de caméra derrière eux. Enfin, il y a des artistes qui arrivent avec beaucoup de contraintes. Puis au bout d'un moment, ça devient un peu difficile de faire ce qu'on a envie, quoi. Puis je comprends. Hein, eux, ils savent quelle image ils veulent pouvoir montrer. Ils savent quelle image ils veulent. Voilà, ils sont maîtres de leur image et puis je leur enlève pas ça, mais des fois ça nous met beaucoup de bâtons dans les roues, puis du coup on est là, bon en fait on peut pas faire grand chose pour vraiment vendre notre truc, les émotions, tout ça quoi. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que comme autre concert j'aimerais faire? Mais oui, mais Prince j'aurais adoré, Prince j'aurais vraiment. Ah, quand il est mort, tu t'as dû être dévasté. Bah en plus, c'est le concert de Prince qui m'a donné envie de faire ce métier-là, parce que j'étais dans la camion régie quand il est passé à Montreux en 2013. Okay. Et puis je me suis dit, ça c'est un métier qui a l'air cool de faire. Et puis, mais c'était parce que le concert était cool aussi, hein, je dis pas, mais là, en plus, le réalisateur avait 13 caméras, c'était terrible, tout était trop gros, mais ça, je pense que tu as besoin de ça pour filmer un artiste comme ça. C'était 27 sur scène, il y avait plein de choses qui se passaient dans tous les sens. Sinon, ouais, mais je pense à Radiohead. Ray, j'étais content de la filmer parce que quand j'ai découvert l'année passée, quand ils m'ont appris qu'elle était à Montreux, j'étais là. Mais après, il y a le dernier truc qu'il faut espérer, c'est que les gros artistes, des fois, ils viennent avec leur réalisateur. Ce qui est logique. Beyoncé, elle a le même réalisateur toute la tournée. Ouais. C'est tout le temps le même qui va. Patrick Bruel. Marianne nous dit Patrick Bruel. J'ai fait Patrick Bruel. Mais... Parce que Marianne a travaillé sur l'Estival cette année. Mais il faut venir parler alors. Il est passé. Cette année, il est allé à l'Estival. Donc cette année, il est venu à l'Estival. C'était la même chose, c'est un artiste où on n'avait aucune information dessus et puis on ne devait rien faire parce qu'il avait pris toute son équipe pour faire les caméras. Mais du coup, dis-nous, Maria, tu travailles à l'Estival? Enfin, j'ai travaillé à AirProd. Faut que... Ah, attention, là, on a plein d'informations. Mais viens alors, viens, on fait un échange. C'est important. En live. Comme ça, tu nous parles de ton expérience. Ce que tu fais à... Voilà, ça c'est un changement de setup impromptu. Du coup, cette année j'ai travaillé pour l'Estival parce que j'étais comme stagiaire à Air Production et puis je travaille un peu toutes les années. Et puis du coup là tout ce que tu as fait, j'avais dû faire et puis en vrai c'est une expérience incroyable. Et puis du coup il y avait le directeur. Enfin, le chef, il faisait ton job, et puis moi, j'étais sur une des caméras, et puis c'est trop cool. C'est très cher, pas que ça, c'est trop bien. Oui, c'est hyper... j'ai fait qu'une seule fois de la caméra dans ce genre de système, mais je sais que c'est assez chouette d'être dedans. Tu sais que tu es plein de caméras à filmer la même chose, et puis tu sais que les autres te complètent, et puis il y a un truc qui est très satisfaisant, puis toi, tu dois aller chercher des trucs très précis. Puis tu vois, ce qui est fou, c'est le temps. Enfin, je sais pas comment tu as vu le temps passer, mais moi, je fais des concerts de 2-3 heures. Ouais. Ça dure 10 minutes dans ma tête. Je sais qu'à la fin, j'étais deux journées, j'étais KO, mais sur le moment même, tu n'as pas notion du temps. Quand tu es là en train de suivre l'artiste, et en plus, on a eu pas mal d'artistes qui bougeaient dans tous les sens. Puis moi, j'étais une des caméras les plus derrière. Du coup, quand ils bougeaient dans tous les sens, c'était tout le temps moi qui étais tout le temps comme ça, alors que les autres, du coup, ils étaient sur les gros plans parce que c'était du coup les caméras latérales de la scène. Puis, T'as fait qui comme artiste alors à festival? Oula, alors, attends. Moi, j'ai la même chose. Je finis un festival à Montreux, j'ai 32 artistes que je viens de réaliser. On me demande qui j'ai filmé, j'ai aucune idée. Je sais plus, c'est vraiment... je sais qu'il y avait Dionysus, mais en fait, la plupart, je ne connaissais pas. Ah, il y a Louane aussi. Louane. Mais moi, j'avais filmé les... je sais plus, c'était 3 jours. C'était vendredi, samedi... Je sais plus s'il y avait jeudi. Je sais plus si c'était 3 jours ou 2 jours. Mais c'est ce que je me souviens. Louane et Patrick Bruel, c'est bien. Patrick Bruel, j'ai pas filmé. J'ai pu le regarder, du coup. Ouais. Mais du coup, c'était plus long que prévu parce que je n'étais pas occupée. J'étais en tant que spectatrice, du coup. Forcément. Mais... non, je me souviens plus. Ah, on a un message de Marcel. En quoi l'expérience de réaliser du live peut-elle enrichir l'expérience de la réalisation de manière générale? Tu veux répondre? En quoi... Non, mais Attends, elle m'a perdu la question. Non, mais voilà, en quoi est-ce que faire du... Parce que le live, c'est pas quelque chose qu'on fait à l'école. On n'apprend pas à faire du live. Mais vous avez appris à faire du live pour l'émission. Toi, tu as fait du live pour les festivals. Ouais. Donc, en quoi, à votre avis, qu'est-ce que ça vous apporte dans le métier? Parce que ça apporte des milliers de choses. Ce que vous faites en live, ça peut vous apporter pour une autre réalisation. Mais est-ce que vous avez des pistes? Moi, je dirais que juste le fait de faire les choses en live, ça te fait prendre des décisions sur le moment même et après réagir sur des trucs un peu
speed, du coup, je pense que c'est bien. Mais, oui, je me suis pas... Non, mais c'est un bon point, c'est que en fait, en live, on doit travailler avec ce qu'on a, donc avec les outils qu'on a, avec la caméra qu'on a placée à l'endroit où on est, avec ce qui se passe. Puis on doit faire des choix, et puis des fois, c'est pas les meilleurs choix, mais c'est pas grave. Après, il faut vivre avec ce choix. Mais la prochaine fois, peut-être qu'on fera un peu plus juste. Peut-être que quand on devra replacer la caméra, on la placera un peu différemment. Et puis voilà. Je pense que c'est important d'en faire. Il faut, dans tous les cas, on apprend beaucoup par l'erreur. Mais par contre, c'est important de faire ce travail, de revenir en arrière. Et puis de revoir un concert qu'on a fait. Là, c'est ce que je vous ai montré avant. Le plan, maintenant, si j'étais dans la régie et puis que j'ai la même situation qui se repasse, je ne couperais pas, je laisserais le plan durer un peu plus longtemps. Pourquoi ? Parce que c'était 1000 fois plus intéressant que le plan large que j'ai montré après. Donc, faut être très humble par rapport à ce qu'on a fait. C'est que, on a fait avec le mieux qu'on pouvait. Peut-être qu'on pouvait faire mieux et très probablement on pouvait faire mieux. Et puis, Ce que j'aime aussi du live, c'est un peu l'adrénaline, tu vis le moment même, et puis ça part un peu dans tous les sens, tu dois t'adapter et tout. Et puis, en tout cas, en concert, j'ai l'impression, on le vit 3 fois plus fort qu'on va dire ici sur Twitch, mais ça fait quand même déjà son effet. Mais ouais, le moment où tu dis, c'est sur mes épaules, il y a tout le monde qui est en train de voir ce qui passe à l'écran. Le moment où la lumière rouge s'allume. Ouais. T'es là, tu peux plus bouger. Bon, maintenant. J'ai eu des crampes aux épaules tellement. Non, puis il y a des fois, je vois, il y a des caméras, des fois il y a un caméraman. Une fois, j'ai je crois que c'était un caméraman qui était en train de refixer une optique, et puis il a fait un plan que j'aimais bien. Et puis moi je l'ai pris, puis d'un coup en fait il bougeait plus, parce qu'en fait il était pas, je crois qu'il était à moitié un pied en l'air et tout ça, puis en fait lui il était pas en train de filmer quelque chose, du coup il était pas du tout en train de filmer, mais d'un coup il a attendu 3, il a plus bougé, puis il a vraiment tenu, puis je crois que c'est un plan que j'ai mis 2 secondes, puis là vraiment il bougeait plus, puis moi je comprenais pas pourquoi il bougeait pas, je disais mais tu veux pas suivre l'artiste, puis en fait il a dit qu'il pouvait pas parce qu'il était pas du tout en train de bloquer. Puis voilà, mais c'est ce genre de choses, ça, parce qu'on se rend pas compte, quand on est vraiment dans ce camion régie, on ne se rend pas compte de la réalité des caméras, des cadreurs et des cadreuses, et puis vraiment ce qui se passe, avec quoi ils ont à faire. Puis des fois, on dit mais pourquoi tu fais pas ça, t'es trop, tu fais mieux. Puis en fait, toi, tu te dis mais en fait non, si t'étais à la place, t'aurais pas fait mieux du tout. Oui, avec la situation, le stress. Mais le travail d'équipe, je pense, c'est aussi ce qui fait vraiment, qui est hyper important professionnellement dans nos métiers. C'est de devoir bosser avec d'autres personnes. Et puis, peut-être que toi, tu as une caméra. Il y avait vraiment des jours où je place les caméras et puis je vois que ce caméraman, il va me faire que le dos du batteur pendant 3 heures. Puis je dis, je suis désolé, mais dans le setup, l'artiste voulait pas une caméra à un autre endroit, donc toi, tu seras vraiment dos du batteur, puis tu feras faire que du dos de batteur pendant 3 heures. Ça veut pas dire, le concert sera peut-être quand même trop bien, parce que sur les 8 caméras, on aura ce qu'il nous faut. Et puis, de temps en temps, j'aurai besoin de ce plan de dos de batteur, et puis j'ai besoin que tu sois là, et puis tu le fasses. Et puis, moi, ça me dérange de leur demander ça, mais souvent, ils voient, ils savent ils font chacun 1/8 de toutes les images qui seront produites, quoi. Donc ils savent qu'ils se mettent dans un grand tout. Ça, c'est assez beau à voir, quoi, de voir des fois des cadreurs qui sont, il y a une abnégation quelque chose. Oui. Et d'expérience, par exemple, on pensait que Louane allait venir avec des musiciens, etc. Et en fait, elle est venue toute seule, et puis du coup, ça nous avait un peu changé notre idée, parce que du coup, elle était tout le temps au milieu de la scène, toute seule. Du coup, elle bougeait pas. Et puis nous, en tant que cadreur, c'est très long, un concert comme ça, où tu bouges pas, juste là... Voilà. On a fait le Sofiane Pamar l'année passée. Ça, c'est l'enfer. Enfin, c'est l'enfer. C'est super, c'est beau la musique. Mais en fait, quand tu filmes juste un pianiste pendant 1 heure, en fait... tu dois être concentré sur ce qu'il fait. Tu n'es pas là en train de... Comme spectateur, tu travailles. Du coup, c'est un autre point de vue différent du concert. Non, puis t'as fait tous les plans une fois. Alors, t'as fait une fois le plan des doigts, une fois le plan de la réflexion dans le piano. Puis au bout d'un moment, t'es là, ça fait 10 minutes de fait. Et en fait, c'est pas grave parce que le public, il regarde pas ce qu'on fait. Il regarde la musique. Il veut écouter la musique et puis avoir un truc qui va avec. Donc, mais c'est vrai que des fois, on veut trop travailler à rendre le truc toujours nouveau. Puis on finit là. Mais merci pour la question, Martial. Oui, c'est vrai. C'est Martial, hein? Oui, c'est Martial. Je crois que c'est Martial. Oui. Maria, mon aparté. Tu vas aller voir. Tu m'en as parlé ce matin. Un concert que tu vas aller voir? Moi, je voudrais absolument voir Coldplay. Ça c'est cool. Hein. Je pense qu'en termes de moyens aussi. Mais je sais pas. Même l'expérience en soi, c'est même pas juste la musique, mais la musique, la mise en scène, les lumières, tout ça, c'est un délire incroyable, je pense. Et toi, un concert? Du coup, reviens, parce que sinon on va pas t'entendre. Moi, j'ai fait beaucoup, là, quand même. J'ai fait un peu tout ce que je voulais, je crois. Merci, Maria. Maria, au revoir. Moi, un concert, alors... Mais là, j'ai presque vu tout ce que je voulais voir de base dans ma vie.
je pense. Bah, Coldplay, j'ai pu les voir. Taylor Swift, 21 Pilots. Et eux, en plus, ils font tout le temps, donc c'est cool. Il y a Lady Gaga que j'aimerais bien voir. Ah ouais. Sinon, mais moi, c'est des grandes stars un peu. Bah, ça me fait aussi, hein, ça. Ouais, je pense... ou Stromae, j'aimerais bien qu'il revienne aussi, mais... parce que j'avais vu, du coup, son Multitude Tour, là. Et ça, c'était vraiment incroyable. Genre, c'est vraiment un des meilleurs concerts que j'ai vu de ma vie, au niveau de la scénographie. Mais le pauvre, il... il va pas très bien. Non. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que vous avez d'autres questions dans le chat? Est-ce que vous avez d'autres questions à nous, ou Maria? Est-ce que... Bah toi, dis-nous un concert. Hein. Parce qu'on parle de la réalisation, mais... Ah, en tant que public? Ouais. Erykah Badu. J'avais vu à Montreux en 2015-16. C'était vraiment le... Ouais, super. Vraiment dans le style de musique que j'écoutais à fond en ce moment-là. Il y avait les Roots aussi. Sinon... Patrick Watson, moi j'aime beaucoup aussi le... Patrick Watson. Faut nous instruire. C'est un... Bon, vous connaissez tous au moins un morceau. Ce morceau qu'il a... Bah ça c'est en plus... Attends. Il y a un morceau qui est devenu... Celui-là c'est devenu un peu un... C'est devenu une trend sur TikTok. Ouais. Et puis il y a ce morceau-là qui est très connu. Qu'il a fait avec le Cinematic Orchestra. Mais en fait, je vais peut-être pas le jouer parce qu'on va se faire ban. Donc, je vais éviter de mettre du son, mais voilà, je vous laisserai googler si jamais Patrick Watson. Et puis en live, je l'ai vu 3-4 fois. Puis des fois dans des contextes très, très petits, très, très, très intimistes. Et au final, c'est quand même super. Quoi. Il fait... Enfin, voilà. Puis sinon... J'espère un jour pouvoir réaliser Radiohead. J'ai même pas vu en concert. Et Red Hot Chili Peppers, ça j'aimerais bien. Ah ouais. Je pense que ça va être vraiment cool. Je sais pas si ça joue encore bien, mais je pense que ça va être quand même très fun. Ça doit quand même... J'ai vu AC/DC ça serait cool, des extraits, mais en vrai, ils sont fatigués. Hein. Ah, bon, ils sont vieux aussi. Enfin, quand on regarde des extraits qu'il y a de genre Thunderstruck, je sais plus où c'était. Et puis, quand ils sont passés à Zurich, ça change. Non, je pense, Led Zepp, j'aurais adoré réaliser un concert. Et puis, sinon, j'espère vraiment un jour. Rolling Stone, j'aimerais quand même voir une fois, avant que ça soit fini. Ouais. Voilà. Bon. Bah, c'est très bien. Là, on a bien fait le tour. N'hésitez pas si vous avez encore des questions, mais je crois qu'on est pas mal. Ouais. Alors merci beaucoup d'avoir suivi le live. Merci Julien Moinville d'être venu. Merci pour l'invitation, merci pour la modération. Et du coup la semaine prochaine on va avoir aussi un café créa, donc il faudra venir voir tout ça. Et puis qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Oui, globalement c'est ça qui va se passer là-dessus. Et ouais. Il reste combien d'émissions avant la fin de votre session? Pas beaucoup, il reste 2. 2, donc il faudra les savourer. Un café créa et ouais. Et la dernière émission, c'est pas encore ce qu'on va faire, on va faire un truc spécial. Mais... on va trouver un truc un peu cool. Ouais, on va faire quelque chose. Je pense qu'on va faire un truc où il y aura moi et Maria. C'est bien un peu de débriefer ces dernières semaines. Ouais. Enfin faire un live ensemble. Puis ce qui pourrait être intéressant, c'est vous dans le chat, qu'est-ce que vous voulez voir la suite? Parce que du coup, on va perdre Maria et Anouk. Qui vont partir vers d'autres cieux. Mais en fait, on aura une autre équipe qui va reprendre le live Twitch en janvier. Donc, on va recréer un peu... On va reprendre des émissions qu'on a fait. On va pas réinventer la roue, mais est-ce que vous avez envie de voir des choses nouvelles? Est-ce que vous avez envie qu'on fasse des choses, plus de jeux comme on a fait durant les Portovers, plus de café créa? Ce serait intéressant d'avoir un peu votre avis. N'hésitez pas, en tout cas. C'est le but. C'est qu'il y ait de l'interaction. on en demande, s'il vous plaît. Et ouais. Bah ouais, du coup, semaine prochaine, café créa. Et voilà. Du coup, si c'est tout. Oui. On se voit quand? La semaine prochaine. Okay. Ho ho ho! Et non, c'est le Saint-Nicolas. Salut les viewers. Comme vous le voyez, j'essaye d'évoluer avec mon temps. Je suis dans un live. Mais
Je ne sais même pas ce que c'est. Tout ça pour vous faire passer un message. Je passerai dans vos classes demain, avec chacun un cadeau et un petit discours personnalisé. Voilà, gros smack, comme disent les jeunes. Voilà, merci le Saint-Nicolas qui nous a passé un message. Donc j'espère que vous avez compris. Demain à l'école. Pour tous les élèves d'Icon, on aura le Saint-Nicolas qui passe demain dans les classes. Donc j'espère que vous avez été sages. Attention, c'est le Père Noël suisse, le Saint-Nicolas. C'est le Père Noël suisse. C'est le Père Noël fribourgeois. Oui. On aura les pères fouettards et tout. Donc voilà. Et on a encore un commentaire qui nous dit pour la dernière une cool avec des coups de Noël. On commence. Il y a des flocons. Hein. Il commence à y avoir ça va venir petit à petit. On a le Saint-Nicolas, les flocons. Donc, vous inquiétez pas. La dernière, on va faire le nécessaire, comme on a fait pour Halloween. Ouais. Donc, ouais. Voilà. Merci beaucoup Merci d'être tout le monde. C'était vraiment chouette. Et à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Au revoir.